Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, ce nouveau numéro d'actu qui s'est tant fait attendre, le numéro 55, et pour une fois, pour célébrer, c'est incroyable, nous sommes au complet, en présentiel, en physique, en incarné. Il y a autour de moi Monsieur Julien Rombaud. Salut tout le monde, salut à vous. Monsieur Manuel As. Salut les gars. Et Monsieur Lucien Alfland, tant attendu. Salut Oli, salut Julien, salut Manu. Alors, merci beaucoup pour ce numéro de rentrée. On a un programme assez chargé et pas trop de raccord avec l'actu, mais quand même un petit peu, puisque on a rajouté in extremis au programme le film Blonde d'Andrew Dominik, dont on parlera en début d'émission. Ensuite, on parlera du film Les 5 Diables de Léa Missius. Après, on fera un petit compte-rendu rapide du BIF, le Brussels International Festival Fantasy Film, enfin bon bref, un truc comme ça, qui a eu lieu à Bruxelles, et on fera une petite annonce pour la suite des aventures de transmission, et on parlera plus précisément du film Freaks Out de Gabriele Menetti, et on terminera avec 3000 ans à t'attendre, le film de George Miller qui était légèrement attendu. Bien sûr, une bonne émission ne commence pas sans un bon quiz, et puis comme mes chers camarades repoussent toujours au calendrier grec mes envies de parler de films japonais, on va faire un questionnaire spécial Kurosawa aujourd'hui, puisqu'il y a une rétrospective Kurosawa à la Cinémathèque jusqu'au 7 novembre. Première question. Quel film de 1985 est adapté d'un projet non tourné d'Akira Kurosawa avec entre autres Edward Bunker au scénario, Runaway Train de Andrei Konchalovsky. Runaway Train d'Andrei Konchalovsky. Je donne le point à Manu. J'ai pas droit à un demi-point. Tu peux avoir un demi-point, avec mais John alors Voight le premier qui dit... Eric Roberts, le frère de Julia. Et qui est l'actrice ? Ah, Je te donne un point si tu me trouves l'actrice. J'ai pas. Rebecca De Mornay. Ah ouais. J'ai oublié par contre de donner les règles. Le premier qui dit seppuku à la main. Seppuku. Deuxième question. Auprès de quel réalisateur occidental Akira Kurosawa est-il apparu dans le film commercial destiné à promouvoir le whisky Suntory ? Seppuku, c'est pourquoi non, c'est La main Bill à... Murray. Non. Ouais, vous avez la ref. On a la ref. Non, vous ne connaissez pas cette magnifique publicité avec Non. Akira Kurosawa et Francis Ford Coppola qui boivent du whisky. Troisième question. De combien de points de vue différents le meurtre de Rashomon est-il compté ? Seppuku, Lucien ? je sais plus, 4. Exactement, 4. Ça fait un point pour toi, tu sais me dire de quel point de vue ? Non, C'est ça qui est drôle. Je l'ai plus vu depuis très longtemps. Bah alors c'est le point de vue de l'assassin, le point de vue de la personne qui est tuée, le point de vue d'un esprit, qui est la réincarnation du mort, et le point de vue du vagabond à la fin. Et dernière question. On peut dire que c'est pas mal, c'est un film pas mal. Ah, c'est pas mal, ouais. Je sais pas si tu l'as pas vu, ça vaut le coup quand même. Alors, Akira Kurosawa a tourné 16 fois avec son comédien fétiche Toshiro Mifune. Je donne le point au premier qui me cite Les 16 films. 6 films. Wow. Seppuku, alors Sanjuro, Barberousse, Le Château de l'Araignée, Dodescaden. Ah non, il n'est pas dans Dodescaden. Yorimbo. Yojimbo, oui. Ah ouais, bien sûr. J'en suis à combien ? T'en es à 4. T'as dit Le Château de l'Araignée, t'as dit Yojimbo, t'as dit Sanjuro, et t'as dit Barberousse. L'Ange ivre. Yes, bien, ça fait un point pour toi. Vas-y, 5 autres. Il est pas dans les 7 samouraïs ici. Bah si. Ah, voilà. Ah oui. Bah, ça fait 6 à eux deux. Ça c'est 6 à vous deux, ouais. Bon, alors... J'aurais pu donner les 4 autres. Bon, très bien. Alors, on va dire que c'est Manu qui a gagné ce jeu. La prochaine fois, je prévoirai des relances et il aura le droit de relancer. Mais aujourd'hui, j'ai fait mes devoirs, mais pas jusque-là. D'ailleurs, j'ai tellement pas fait mes devoirs que j'ai pas vu Blonde, le film que vous avez rajouté au programme il y a 2 jours. Alors, on va commencer tout de suite par parler de Blonde. Please come.
Don't abandon me. She's coming. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. It's said that those lamps go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. She's coming. She's almost here. Blonde, c'est donc le nouveau film de Andrew Dominik qui est apparu il y a quelques jours sur Netflix. Un film avec Ana de Armas qui dure 2h46, que je n'ai pas vu. Je sais que c'est l'histoire de Marilyn Monroe. Andrew Dominik, je sais que c'est le réalisateur de l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce film, Manu, toi qui en sais un peu plus vu que tu l'as vu? C'est adapté du bouquin de quoi, de James Joyce Carol Oates. Voilà, et donc après c'est un film qui prend beaucoup de liberté avec, comme le bouquin par rapport à l'histoire de Marilyn Monroe. Ça se veut un portrait un peu kaléidoscopique de la vie de Marilyn Monroe. Voilà, on va revenir dessus sur, à mon avis, beaucoup de problèmes de construction de personnages et de narration. Le film dure 2h47 et c'est aussi un des problèmes du film, à mon sens, c'est qu'il y a un manque d'épure. Mais bon, je vais laisser peut-être plutôt notre cher Julien commencer dessus. Oui, bah, t'as déjà dit oui, quelques éléments. Bah, je trouve que c'est un film qui a des intentions plutôt nobles et intéressantes. Même, bon, c'est pas tout neuf, mais cette façon de tenter de montrer Norma Jean derrière Marilyn et de montrer l'aliénation du personnage privé par rapport à son monstre public, par rapport à quelqu'un qui ne lui ressemble pas, en tout cas quelqu'un en lequel elle ne se reconnaît pas, alors qu'elle ne peut pas s'empêcher de l'incarner, d'être glamour et sexy et ouais, la plus belle possible en public. C'est aussi un film qui tente de montrer le regard masculin et ses horreurs ses horreurs qui sont les maltraitances, les viols, les insultes, le fait de passer une actrice pour un corps, pour un objet. Je trouve qu'il y a des intentions très nobles, des vraies envies de cinéma et de mise en scène. Le problème pour moi, c'est que voilà, ce programme qui est louable, il est asséné de manière pas très subtile, pas très nuancée. C'est le moins qu'on puisse dire. Que la mise en scène appuie bien sur les clous, et notamment tout ce qui va concerner le trauma avec le père, le trauma... C'est un film entièrement sur les daddy issues, quoi. Je veux dire, différents maris qu'on va voir de Marilyn Monroe ou de Norma Jean, c'est chaque fois, dès qu'elle est en couple avec eux, elle les appelle daddy, quoi. Tu vois, on en est vraiment... Ouais. Le film est d'un manque de subtilité sur ça, et quand même un des gros soucis. C'est un film qui avance de manière hyper programmatique et qui appuie sur appui tout cet aspect-là. Et moi, la réflexion que je me suis faite, pourquoi je me sentais aussi détaché du film, parce que c'est le personnage de Marilyn Monroe et la carrière de Marilyn Monroe est passionnante, mais alors, on sent que c'est un film qui a vachement infusé qui est vraiment un film post-MeToo, hein. Il y a vraiment... Ouais. Mais c'est pas un problème, et c'est une réalité aussi de l'époque qui dépeint, hein, ce côté d'une actrice vraiment montrée comme un bout de viande, en fait, au sein de l'industrie. Mais petit 1, ça fait du personnage uniquement un personnage victimaire qui subit tout du long, en fait. Avec un regard un peu sadique sur elle, en fait. Actrice, entre guillemets, de son propre parcours. À une ou deux lignes de dialogue près, on surappuie la violence des hommes pour la montrer en victime, mais à la fois on l'empêche à un moment de s'émanciper de quoi que ce soit. Après, c'est vraiment la note d'intention du film aussi, ça. Mais oui, mais bon, elle est faite sans aucune subtilité. C'est au final la promesse de film un peu adulte, parce que le film, je crois, avec la CNC-17, etc., notamment il y a une scène de fellation, notamment dans le film. Qui, pour le coup, là, n'est vraiment pas subtile. En plus, elle est au final très arty, parce qu'en fait, toutes les scènes de violence infligées à Marilyn Monroe sont filmées comme un... On est dans une sorte d'épure, une volonté d'iconiser, d'être dans un cliché photographique. Alors, Andrew Dominik, c'est un vrai esthète de l'image, mais pour le coup, je pense que c'est pas un très bon conteur. Et il y a constamment une volonté effectivement de réinterroger des clichés connus de Marilyn, mais c'est souvent source de mise à distance du spectateur plus que d'implication au sein du récit. C'est vrai que les scènes avec le fils Chaplin, en tout cas, sont très esthétisées et travaillent effectivement à rendre beau et presque onirique le statut d'objet ou de femme-objet de Marilyn. Mais
Je trouve que en fait c'était un film qui a beaucoup d'idées, mais effectivement il y a un trop plein, je trouve aussi, et que sur les 2h46, mais j'ai l'impression que ça c'est dû à la forme biopic aussi, c'est que on a effectivement pendant les 30 premières minutes une tentative de meurtre, le trauma avec le père qui surgit, l'orphelinat qui arrive, le premier viol, et effectivement j'ai l'impression que chaque scène essaye d'être plus forte que la précédente et plus sensationnaliste que la précédente, et c'est ça qui fait qu'on se retrouve un peu mis à distance, ou qu'il y a un truc un peu indigeste. De toute façon, dans les procédés narratifs, le côté raconter l'enfance du personnage sous un mode un petit peu de conte pour enfants horrifique, chaque fois il renvoie une imagerie où systématiquement il y a une sorte de mise à distance du spectateur vis-à-vis de ce qui se passe. On n'est jamais dans la crudité des choses, il y a toujours une sorte de filtre qui est appliqué, qui fait que tu regardes ça en admirant le travail photographique, visuel, mais pas forcément narratif. Je vais quand même noter quand même quelques qualités quand même que le film a. Le moment de sa rencontre avec Arthur Miller est peut-être le moment le plus réussi du film. Il y a notamment un jeu de montage et d'ellipse sur... Elle va donc interpréter Magda, c'est ça ? Ouais. Et donc lui n'a aucune confiance du fait de l'image publique de Marilyn, qu'elle puisse l'interpréter. Et il y a vraiment un choix radical qui est fait de ne pas montrer l'interprétation de Marilyn et de retourner sur le visage d'Arthur Miller, qui est tout d'un coup bouleversé par ce qu'il vient de voir. Il y a quelque chose qui est pour moi à un moment pris vraiment en charge du domaine de l'émotion et de la narration dans le film, mais c'est un petit peu pour moi le seul moment. Et en plus, voilà, le film, je l'ai dit auparavant, prend beaucoup d'écart avec la réalité. C'est pas un problème en soi. Sauf que tu sens qu'aussi à des moments, il est très embarrassé par d'autres moments. La mort de Marilyn, tu sens qu'il est très embarrassé avec la manière de le filmer, de comment traiter aussi tout ce qui a entouré, tout le bruit autour, toute la fiction paranoïaque qui a pu se construire autour. Alors heureusement, au-delà de toute cette pesanteur, il y a un Ana de Armas. Et Ana de Armas, je trouve que c'est un peu une sorte d'antidote à ce genre de films qui ont une pesanteur hyper lourde. Elle apporte dans son jeu, je trouve, une certaine légèreté qui fait que tu arrives à passer outre ces scènes qui sont d'une écriture pachydermique, quoi. Mais elle est assez super dans le film, effectivement. Donc c'est ça qui permet de tenir un petit peu sur la longueur et pas forcément l'écriture derrière. Et là on tombe encore sur les problématiques d'un film Netflix qui dure 2h47, où à un moment, bon, même s'il y a des producteurs derrière, il y a Brad Pitt qui produit derrière sa boîte de prod plein de billes, mais c'est un film qui manque à un moment d'être serré. On peut regretter de ne pas l'avoir vu en salle, mais en fait il est parfait pour ce type de plateforme-là, parce qu'il est, à mon avis, fait pour être consommé non pas dans la durée, mais par petites scènes. Je serais curieux de voir le nombre de gens qui le regardent d'une traite à 2h47. Ça relève pas le niveau de My Week with Marilyn, quoi. Vous vous souvenez de ce film ? Et avec Michelle Williams qui faisait Marilyn. Tu as un truc à terminer Non, Julien je comprends tout ce que dit Manu. Je le trouve un poil dur avec le film qui quand même essaye oui, effectivement, et essaye de créer des moments et des scènes qui me semblent louables, comme je le disais. Après, c'est sûr que c'est ce que j'ai esquissé. Là, je comprends jamais pourquoi ça passe du noir au blanc à la couleur. Enfin, il y a des choix de mise en scène qui sont un peu gratuits. Et je trouve que ça abîme le film qui, effectivement, peut-être resserré, aurait gagné beaucoup. Très bien, merci messieurs, puisque vous êtes les deux seuls à avoir vu ce film. Lucien et moi-même avons bien fermé notre bouche et nous avons écouté religieusement. Moi j'ai quand même ouvert ma gueule. Ouais, je sais, mais tu peux pas t'en empêcher. Le cœur de Lucien saigne parce que il a une adoration de Andrew Dominic. Ouais, il y a un film d'Andrew Dominic que j'aime beaucoup en effet, et j'aime beaucoup Marilyn. Très bien, on va parler tout de suite. Je vais te laisser ouvrir d'ailleurs, parce qu'on va maintenant parler des 5 diables de Léa Misius. C'est ta petite sœur ou ta grande sœur? Petite sœur. Mais pourquoi je la connaissais pas avant alors? Je veux qu'elle s'en aille. Je supporte pas. Elle est chez vous? Bah non. Tu ferais pas ça quand même. Et c'est une putain de folle furieuse, cette... Je vois des choses. Je vois une petite fille. Il y a une odeur infecte dans la chambre de Julia. Et le corbeau cuit que je viens de retrouver dans le jardin, c'est pas toi non plus? Je sais ce que tu fais. T'arrêtes tout de suite avant que ça dégénère, ok? Moi ça tue, moi ça chiotte, t'es débile et t'es moche. Pourquoi t'es revenu? Tu m'en veux d'avoir pété les plombs.
Deuxième long métrage réalisé par Léa Missius après Ava en 2017, Les 5 Diables, et cette fois-ci co-écrit avec le directeur de la photographie Paul Guillaume. Née en 1989, Léa Missius est française, diplômée de la FEMIS en option scénario. Elle a aussi travaillé entre autres sur les scénarios des Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin en 2017, celui des Olympiades de Jacques Audiard en 2021 ou encore avec Claire Denis sur Stars at Noon, Grand Prix du dernier festival de Cannes qui est encore à sortir. Alors, ça raconte quoi ? Les 5 Diables se déroulent en France, dans une petite ville de montagne où il y a Joanne, c'est Adèle Exarchopoulos, c'est une ancienne gymnaste et elle travaille dans une piscine. Elle est mariée à Jimmy, un pompier d'origine sénégalaise, et ensemble ils élèvent l'adorable Vicky, petite fille d'une dizaine d'années, douée d'un odorat spectaculaire qui collectionne les odeurs dans des petits bocaux. Alors, ce quotidien est troublé par le retour de Sylvia, la sœur du père, la tante de Vicky, qui ravive des tensions dans le foyer et dans la petite bourgade. En effet, Sylvia aurait commis des actes criminels par le passé, des actes dont on apprendra la teneur au fur et à mesure du film. Voilà, donc le film est aussi interprété, outre Adèle Exarchopoulos, par Sally Dramé, Swala Emati, Mustapha Mbengue, Daphné Patakia, qu'on avait vu dans Benedetta de Paul Verhoeven en 2021, et aussi le sympathique Patrick Bouchité, qui faisait les voix des animaux, et réalisateur du Fucked Up Lune Froide en 1991, que les amateurs de Charles Bukowski connaissent bien. Et en tant qu'amateur de Charles Bukowski, tiens, Lucien Alflands, qu'as-tu pensé des 5 Diables de Léa Missius ? Les 5 Diables n'a absolument rien à voir avec Charles Bukowski. C'est même plutôt l'inverse. J'ai plutôt l'impression qu'il y a, puisque c'est une question d'actu qu'on vient de traiter, etc., je trouve qu'il y a un regard un peu différent chez Léa Missius, qu'on retrouve aussi dans ce film-ci, même si c'est moins porteur que dans son précédent Ava. Un regard sur les désirs libérateurs, et qui, à mon sens, à certains moments, a pu me rappeler les meilleurs, a pu convoquer les meilleurs Claire Denis. Ce que j'avais beaucoup aimé dans Ava, moi, c'était un côté, il y avait quelque chose de fondamentalement punk dans le film, qui était autant porté par le propos que par le personnage. Ici, je trouve que ce côté-là n'existe plus. En fait, ce qui reste, c'est plutôt un côté foutraque. Malgré ça, je trouve quand même qu'on a des personnages qui arrivent à certains moments à fonctionner, à exister en tout cas. Elle arrive quand même toujours à créer de la lumière un peu tout le temps, même dans ce postulat qui est assez sombre, ténébreux, on pourrait même dire à certains moments. Tu veux dire plutôt d'un point de vue du scénario ? Ouais. Cela dit, je crois que ça a très visiblement été tourné en pellicule, et je trouve qu'il y a certains moments, ça marche assez bien en termes de lumière. La topographie des lieux, les lacs, les montagnes, etc. sont assez... C'est indéniablement, à mon avis, la qualité du film. Ouais, je pense aussi. Et je trouve quand même qu'à certains moments, il y a des petits moments d'émotion liés à toutes ces histoires d'amour qui se mélangent. Je trouve qu'à certains moments, ça marche. Maintenant, il y a aussi énormément de choses qui ne marchent pas. Je pense que l'ensemble déjà ne tient pas. On sent qu'elle veut avoir un discours sur la fracture enfant-adulte. Ça prend jamais. En gros, je trouve qu'au-delà des personnages, de sa qualité plastique et de quelques belles idées qui en découlent, belles scènes surtout, le film ne se tient pas dans sa structure, en tout cas, qui est bien trop alambiquée et ouverte, même sur le propos, à toutes les interprétations. Alors elle essaye de rattraper ça par une surabondance de musique pop, mais en fait ça fait qu'aggraver la chose, parce qu'en fait ça rend les coutures visibles, audibles, c'est un peu absurde. Beaucoup trop de musique additionnelle dans le film, et mixé beaucoup trop fort. Oui, en plus c'est que des morceaux connus, du coup il y a vraiment un côté, ça met en fluo les coutures du film, qui sont ce qu'il y a probablement de pire dans le film. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même une cinéaste singulière, que j'ai envie de suivre, même si je trouve ce film-ci bien moins bon que son précédent. Ouais, moi je te rejoins surtout sur le côté foutraque du film. Le co-scénariste, c'est aussi le chef-op du film. On voit selon moi, il a quand même pensé à certaines scènes aussi en fonction de l'éclairage. Il y a aussi des plans qui sont un peu trop esthétisants d'un coup, qui collent pas avec le reste. Je pense aux plans kaléidoscopiques sur Adèle Exarchopoulos, ou les plans sur les blessures, les gros plans sur les blessures de Daphné Patakia à la fin du film. On sent que le chef-op s'est fait plaisir dans le film. Et bon, là où je voulais en venir au départ, c'est que, ok, la mise en place est pas mal, mais alors elle met plein de choses en place qu'elle n'exploite jamais, quoi. Donc c'est-à-dire que le film, il part dans tous les sens. Tu crois que ça va être centré sur la gamine, finalement ça l'est pas vraiment, c'est plutôt l'histoire de sa mère, c'est l'histoire de quoi ?
Ouais, mais alors elle a un jeu quand même vachement limité. Ouais. Enfin, est-ce que c'est l'histoire de Adèle Exarchopoulos, de cette histoire d'amour? Alors si c'est ça, on ne sent jamais aucun Je pense trouble, que sa jamais. volonté, c'est de faire une histoire, c'est l'histoire de ces amours-là, quoi, de tous ces amours qui partent dans tous les d'un sens. noyau comme Entre ça. l'enfant, la mère, le père, la sœur, la copine, enfin tout ça. Manu est très poulpe. On y viendra après à cette scène, elle est assez symptomatique d'un autre côté du film. Laisse-moi juste. Moi, je trouve que le film multiplie les pistes et qu'il n'en explore vraiment jamais aucune. Donc, au bout d'un moment, je ne sais pas ce que le film me raconte. Donc, au bout d'un moment, je m'emmerde. Et puis surtout, elle met en place des éléments qui sont fantastiques, qui donnaient envie. Personnellement, moi, dans la bande-annonce, qui me donnaient envie. Et elle n'en fait rien. Elle ne les pousse pas, jamais. Il y a une scène où Sylvia, donc la tante, dit à la gamine je sais ce que tu fais. Sous-entendu, moi aussi j'ai des pouvoirs magiques, moi aussi je connais, tatati tatata. Elle nous fait monter une espèce aussi de rivalité entre la gamine et la tante. Ça c'est pas exploité. Tout son postulat fantastique ne tient pas à aucun moment. C'est quand même un des gros problèmes. Et après, le film, il est le cul entre deux chaises au niveau de son ton. Il voudrait être des fois réaliste, il voudrait être vraiment dans cette petite ville, même si on ne sent jamais l'ambiance lourde de cette petite ville, le côté le corbeau village machin où tout le monde parle sur tout le monde, on ne le sent jamais, c'est uniquement dans les dialogues. Quand elle met du fantastique dans son film, ou quand elle met des éléments un peu over the top qui dépassent complètement son cadre réaliste, elle y va d'un coup super fort et puis elle se retient et elle retourne dans le truc réaliste. Et donc du coup on est toujours dans une espèce d'entre-deux avec des fois des sorties de route vraiment bizarres. Au début du film, la gamine elle est dans la voiture, la mère s'arrête, elle va à la boulangerie et on entend des gosses qui disent ah il y a Brosse à Chiottes qui est là, et d'un coup genre ils sautent sur la bagnole comme si c'était New York 1997 quoi. C'est ça. Putain mais ça tient pas debout 2 secondes. Et ils disparaissent en une seconde. Ouais ça, il y a des espèces de sorties de route comme ça qui sont complètement improbables, notamment avec ce poulpe aussi. Voilà, on est dans une scène un peu réaliste et d'un coup elle doit battre sur la table de la cuisine un poulpe qui fait 12 kilos. Enfin, il y a un truc vraiment bizarre. C'est très rigolote, mais probablement pas volontairement rigolote, enfin pas à ce point-là. Bah justement, je sais pas. Je crois que peut-être qu'elle voudrait justement sortir du cadre un peu. Est-ce que c'est comme la scène de la Macarena dans Titan? Est-ce que ça c'est un petit peu. Oui, mais elle n'est pas rattachée à quelque chose de grave, parce que la Macarena c'est rattaché à un élément dramatique. Quoi. Mais bon, vas-y. Non, mais c'est ça. La scène, elle est totalement anecdotique où elle essaye, je crois, juste de déployer une certaine complicité entre les deux, de complicité retrouvée, mais effectivement, c'est un peu pourquoi est-ce qu'elle va avec un truc en mise en scène comme ça qui est tellement décalé par rapport au reste? Après, le côté décalé what the fuck donne des belles scènes. Je pense la scène de reprise de Bonnie Tyler à deux sur un micro, elle fonctionne. Je peux en parler. Oui, non, mais oui, effectivement, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. Foutraque, brouillon, je trouve que c'est parfois un peu aux dépens du spectateur. Non mais foutraque ou brouillon? La mise en scène est foutraque et brouillonne et manque de clarté. Mais le scénario aussi. Parce que tu parlais aussi du côté les villageois, qui on ne ressent pas l'ambiance du village qui parle, etc. Et c'est vrai, c'est incarné par le père ou par l'un ou l'autre personnage secondaire qui sont pas écrits non plus de manière très subtile, qui balancent juste deux trois saloperies comme ça vite fait. La scène qui suit le harcèlement à l'école, les mères s'engueulent, Adèle Exarchopoulos s'engueule avec une autre mère. Effectivement, on croit que ça va peut-être être monté en épingle, il n'en est rien. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui passent effectivement par le dialogue, et notamment la scène du retour du karaoké justement où elle s'engueule avec son mari, que je trouve là vraiment le dialogue assez indigent, et je trouve même que c'est une des rares scènes où je trouve qu'Adèle joue mal parce que je l'adore, parce que le dialogue est mauvais quoi. Mais par contre effectivement, tu le disais Lucien, il y a des endroits qui, bien que grotesques et bien que audacieux, on va dire, dans le karaoké, marche très bien, mais je trouve que c'est parce qu'on a deux actrices qui sont hyper fébriles, j'ai l'impression, fragiles. Ah, mais au-delà de ça, la scène est bien construite. La scène est bien construite, et je trouve que, oui, c'est vrai que moi je vais parler des actrices il en faut deux aux solides épaules pour assumer ce côté très kitsch, quoi. Et finalement, je trouve que c'est un des moments qui marche le mieux du film, parce qu'on sent toute la déchirure, la joie entre elles, enfin cette complicité déchirée. Ouais, là tu exagères un petit peu, on sent pas tout ça, on sent un peu de la gêne. Dans cette scène, oui, je trouve, rien que le personnage de Johan sur Sylvia, rien que dans son regard, je trouve que si on sent effectivement la tragédie d'il y a 5-6 ans. Mais je te rejoins, je croyais aussi en voyant le début du film que ça allait être un film sur le rapport à l'odeur de la gamine et centré sur le personnage de la petite fille, et finalement ça s'écarte beaucoup.
Puis il y a des choses super cheap dans la mise en scène. Hein. Enfin, la mise en scène des flashbacks quand la gamme. Il y a une scène où elle masse, Adèle Exarchopoulos masse Sylvia là. C'est vraiment platement mis en scène, quoi. C'est vraiment très scolaire, très figé, très placé comme ça. C'est limite Sylvia et son acte criminel. Mais c'est mis en scène n'importe comment, il n'y a aucun ça surgit suspense. effectivement de nulle part. C'est un peu comme le poulpe. Voilà. Oui, c'est le poulpe, sauf que là, il y a censé avoir une intensité dramatique et une musique. Enfin, tu vois, il y a un truc. Oui, il y a un danger sur la petite fille qui n'est pas du tout en danger. Il lui suffit de sortir du sapin. Enfin, oui, il y a un danger sur tout le monde, et puis le plan d'après, tout le monde est dehors. Enfin, tu vois, il y a un truc. Revoyez Ava, c'est mieux. Donc ça, c'était un faux film fantastique, comme à peu près tous les films français qui se disent fantastiques. Au BIF aussi. C'est vrai, il était au BIF aussi. Donc cette année, pas mal, Lucien et Manu, surtout Manu, sont allés au BIF, en gros le festival du film fantastique de Bruxelles, puisque l'invité spécial était cette année McTiernan. Il y avait Macti qui était invité au BIF en invité d'honneur, et donc petit teasing, nous avons réalisé Manu et Lucien ont réalisé une interview de John McTiernan qui sera bientôt publiée sur notre chaîne YouTube. Mais je pense que Manu nous en a préparé un petit teaser qu'on écoute tout de suite. I have 4 scripts that I have finished. Many, 2 of them I'd been working on for 30 years. I mean, there were ideas that I had back in the 1990s, and I didn't have time to make them. And really, I'm only interested in scripts that I've written, or at least rewritten. I rewrote all of the scripts for every movie I've ever made. And I've never asked for credit because I didn't face the blank page. The writer did. So he should get the credit. And I think I have strength enough to do 4 movies before I get too damned old. Robert Altman he was working till he was 86, and he had a changed heart. He didn't, they kept it secret that he had a heart transplant all that time. And he was just cranking out movies every year. I'm not going to try to do that, but I hope I can get the 4 of them done. We'll see. Et donc Manu a pu notamment revoir une projection de Predator de McTiernan introduit par les soins du réalisateur. Ouais, c'était l'occasion justement de voir Predator dans une belle copie restaurée, avec une très intéressante présentation de McTiernan qui est revenu notamment sur l'utilisation de la musique dans ses films, avec notamment une analyse séquence de la Luna de Bertolucci. Mon plus gros coup de cœur du BIF, ça aura été le film d'animation Inuo de Masaaki Yuasa, qui avait déjà signé il y a plusieurs années Mind Game, qui est un film absolument étonnant, avec un personnage difforme qui va au fur et à mesure en racontant. Ça pourrait être un film on pourrait tracer un parallèle avec le film de George Miller. C'est un personnage difforme qui au fur et à mesure en racontant ce que les esprits lui content à l'oreille, va retrouver sa forme initiale. Et un autre personnage d'enfant aveugle dont on montre les visions. C'est vraiment un film extrêmement inventif dans la manière de retranscrire les émotions de ces personnages. Voilà, c'est un ovni comme l'était Mind Game à l'époque, quoi. Donc vraiment, voilà, je pense que ça passe ou ça casse, hein, mais c'est un objet cinématographique assez époustouflant. Il y avait aussi le film Freaks Out de Gabriele Menetti, et c'est ce film dont nous parlons maintenant. Signore e signori, l'immaginazione diventa realtà. Niente è come sembra. America, se ne andiamo via. A noi ci servono solo i documenti. Con 300 lire a testa ci fanno meglio di quelli originali. Io con 300 lire mi scopo le meglio mignotte di Roma per anno. Per te è facile, Perché sei normale. Noi senza circo siamo solo una banda di mostri! Ma non ci separa nessuno. Manco la guerra. Levati! Dammi un bacio e me levo. Oh! Baci proprio da schifo!
Après 5 courts-métrages et le premier long, on l'appelle Jig Robot en 2015, Freaks Out est donc le deuxième long-métrage de l'italien Gabriele Menetti. Comme sur son précédent long, le Romain né en 1976 coproduit, co-signe le scénario avec Nicola Guaglianone, la musique avec Michele Braga et il réalise le film. Donc Freaks Out raconte l'histoire de Matilde, de Fulvio, de Cencio et de Mario, qui sont 4 freaks dans un cirque ambulant en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que leur cirque est détruit et que leur maître loyal disparaît mystérieusement, 3 de nos héros laissent derrière eux la jeune Mathilde et cherchent à se faire engager dans le florissant Circus de Berlin, mené par le bad guy nazi Franz. C'est vraiment un sale type. Ce qu'ils ignorent, c'est que Franz a des visions du futur et qu'il cherche à réunir nos 4 freaks, car ensemble, ils constitueraient une arme massive qui pourrait changer le cours de la guerre. Et ouais, c'est vraiment pulp à crever. Franz est interprété par l'allemand Franz Rogowski, qu'on a vu dans Ondine de Christian Petzold en 2020, ou encore dans Happy End, pour les malheureux qui ont vu ce film, de Michael Haneke en 2017. Mathilde, qui se révèle être finalement l'héroïne, en tout cas le personnage central du film, est interprété par Aurora Giovinazzo et on retrouve au casting Claudio Santamaria, déjà vu dans On l'appelle Jig Robot, mais qui joue ici le poilu Fulvio, donc en fait on ne le connaît pas, on ne le reconnaît pas. Le film est sorti il y a une dizaine de jours en Belgique et est sorti de l'affiche au bout d'une semaine, tellement il y avait peu de presse, peu d'affichage, il y avait rien du tout, c'était vraiment une sortie technique. Il y a eu une petite mise en avant au moment du bif, mais la distribution salle belge tient vraiment de la sortie technique, quoi. C'est un peu regrettable vu le film que c'est, quoi. Parce que je pense qu'il y a une sorte d'ambition et d'ampleur qu'il essaye d'obtenir, il n'a pas encore les moyens. Alors je ne sais pas si c'est des moyens de narrateur ou de conteur ou purement des moyens budgétaires, hein, parce que je pense que c'est un beau kouglof de production européenne. Mais moi, j'avais beaucoup aimé son tout premier film, Jig Robot, qui était, je trouve, vraiment une proposition et vraiment un film qui vraiment se posait des bonnes questions sur le genre super-héroïque. C'est de nouveau un petit peu le cas ici, c'est de nouveau une espèce de film de super-héros déguisé, quoi. Qui a vraiment assumé son identité italienne, là, on va dire européenne, qui vraiment joue vraiment de ça, cherche vraiment à s'ancrer dans un territoire. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a aussi, je pense, aussi une logique de résistance aussi économique vis-à-vis d'un genre qui est extrêmement dominant du côté américain et qui en retrouve l'essence. L'idée quand même que tous ces pouvoirs, ces super pouvoirs naissent avant tout d'infirmité. Souvent, sont plus vécus comme des souffrances que comme des choses salvatrices. Donc, il travaille ça tout au long dans son film. Bon, après, je pense qu'il y a un déséquilibre du fait d'avoir ces différents protagonistes. Il y a un moment où je pense que le film aurait gagné à être beaucoup plus resserré plus rapidement sur Mathilde, qui est, je pense, le personnage qui vraiment, tu l'as dit, le personnage principal, mais celui qui a, je pense, parmi les plus belles scènes du film. Le petit écueil qu'on pourra lui reprocher aussi, c'est pourquoi d'avoir choisi que les nazis et pas les fascistes. Mais il y a une sorte, peut-être, ça répond à peut-être une logique commerciale de ne pas choisir Mussolini comme le méchant du film et que ça soit plutôt les nazis. Je trouve que c'est un peu bizarre à cet endroit-là, d'autant plus dans l'ancrage du film. Je trouve très intéressant la manière dont il entremêle notamment les moments entre Franz et Mathilde, notamment l'arrivée de Franz qui naît d'un cauchemar limite de Mathilde au moment du montage, comment il entremêle ça au montage, le réveil de Mathilde chez les résistants qui correspond à l'endormissement de Lord Paty de la troupe dans le cirque de Franz. Il y a toutes ces mises en parallèle qui sont, je trouve, assez finement amenées et vraiment amenées par le langage du cinéma. Pour le coup, on parlait de Marine, ça n'a rien à voir, mais je trouve qu'il y a une vraie logique d'empowerment féminin. C'est vraiment un personnage féminin qui grandit, et ce que j'aime beaucoup, c'est que par exemple la scène finale, qui est une grosse scène de pyrotechnie, qui a ses limites aussi, mais il y a un truc qu'il n'oublie pas dans sa grosse explosion finale, parce qu'il va filmer au cœur de l'explosion, il va filmer le personnage. Et c'est ça qui l'intéresse, foncièrement. Avec les limites d'effets spéciaux qu'il y a, les limites de tournage à multicam, des fois où tu sens qu'on surcompense par un surdécoupage, mais il perd pas le cœur de son film, la transformation de cette gamine-là. Le film est imparfait, mais si tous les films de super-héros étaient aussi imparfaits que ça, on serait heureux d'en parler plus régulièrement autour de cette table.
Alors, c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Manu, c'est étrange ce truc de ne pas s'être vraiment intéressé aux fascistes, d'autant plus que je trouve que comme son précédent film, c'est une déclaration d'amour au film de monstres, mais c'est aussi une déclaration d'amour à tout un pan du cinéma italien et à la culture populaire italienne et à tout ce que ça brasse, comme l'était déjà son précédent, comme je viens de le dire. Et dans cette optique-là, je trouve ça un peu dommage. Bon, voilà. Peut-être le plus gros écueil que j'ai avec le film, c'est au-delà de toutes les petites choses qu'a relevé Manu, c'est un film que j'aime bien. J'ai un peu l'impression qu'à certains moments, il refuse de choisir entre, disons, cette veine un peu poétique et puis la veine plus, on ne va pas dire historique, mais la veine de lutte politique, on va dire. Même si je trouve les deux films intéressants séparément, je trouve que l'adéquation ne se fait jamais vraiment. D'autant qu'on sent quand même que derrière tout ça, il cherche une forme d'intensité permanente que la structure de son récit ne lui permet jamais vraiment, je dirais. Enfin, il y a quelque chose comme ça que je trouve un peu gênant dans le film. Maintenant, je trouve voilà, on voit beaucoup trop peu de ce type de film et je trouve ça même complètement dingue que quand on voit un film comme ça qui réussit ce qu'il tente, ça vienne d'Italie, quoi. Mais il y a un truc bizarre au niveau du ton du film, au niveau de la cible en fait, de son public en fait, très clairement. Et c'est marrant parce que je crois que c'est vraiment dans la volonté du réalisateur de faire quelque chose comme ça, parce que c'est présent dès la scène d'ouverture. C'est-à-dire que la scène d'ouverture, après une toute petite intro du Maître Loyal, on est à l'intérieur du cirque et on va avoir les 4 personnages qui sont présentés sans aucun dialogue. Merci, contrairement à chez les Amicis. Et on voit leurs particularités, on voit un petit peu les relations entre eux. Et puis tout de suite, cette séquence de cirque est coupée avec une séquence ultra violente de bombardement où tu as vraiment des enfants mutilés qui passent à l'avant-plan et tout. Enfin, un truc vraiment très très dur. Et son film, il va jouer sur ces 2 tableaux-là. Et ce qui est étrange, c'est que c'est à la fois, il a vraiment un côté film pour enfants ou film. Il essaye même de recycler un petit peu des codes. Il joue sur certains codes du film pour enfants, les thématiques. Genre l'union fait la force, la différence, c'est ton pouvoir. Comme son précédent, ouais. Tu vois. Et donc il y a ça, et en même temps, il y a ce truc qui est quand même. Enfin, le film est quand même très violent, et puis régulièrement il y a tout ce contexte hyper dur du nazi. Je veux dire, les allusions quand même à l'enfer concentrationnaire, aux chambres à gaz, enfin elles sont quand même bien poussées, quoi. Avec un très beau plan, je trouve, qui est le départ du train. Là encore, une très belle idée, avec de filmer juste le départ du train, d'avoir les voitures hackées, tous les bagages hackés. Je trouve que régulièrement il y a des fulgurances visuelles. Il y a des moments où la lumière est sublime et des moments où elle est totalement plate aussi. Je trouve qu'il y a un truc un peu vraiment des moments où tu sens qu'ils se sont lâchés sur la pure plasticité de leur plan, et puis des moments où je sais pas si c'était une question de temps ou quoi, on a l'impression que c'est un peu rushé, ou bien c'est la post-prod, je sais pas. Mais... Par contre, après j'ai un problème avec le traitement du méchant. Je trouve que ce méchant prend beaucoup trop de place dans le film. Il est vraiment beaucoup moins fort que les personnages des autres freaks, je trouve. Je trouve que les visions, justement les effets spéciaux qui sont liés à ces visions sont beaucoup moins inspirés. Je trouve que les décors sont moins inspirés. Je trouve que l'acteur il est à côté. Enfin, je trouve que ce méchant ne fonctionne vraiment pas et qui prend une beaucoup trop grosse place dans le film. Par contre, il y a quand même, c'est un vrai film d'aventure, quoi. Et en plus, il y a des séquences où les personnages, les séquences qui réussissent pas dans X-Men en fait, où les personnages chacun utilise ses propres pouvoirs pour se sortir d'une situation, quoi. La scène du train à la fin, tout ce qui se passe au point de vue de l'action, c'est assez jubilatoire, tout ce qui est mis en place et tout, et le côté milking, on appelle ça de l'écriture, c'est-à-dire que d'utiliser à fond tous les éléments qui sont en place, quoi. Ouais, d'autant que c'est un truc qui l'essaye plutôt, et c'est un truc qui revient, qu'ils essayent un peu tous leur pouvoir, et à certains moments ça marche, à d'autres moments ça marche pas du tout. C'est traité avec intelligence, je pense. On conseillera aux gens qui ne l'ont pas vu en salle de le découvrir en vidéo. C'est un peu malheureux, mais voilà. Malgré tous les écueils qu'on peut trouver dans le film, je pense que c'est un film hautement recommandable. Ah ouais, complètement. Et c'est un film qui a une volonté d'en foutre plein la vue et d'offrir vraiment un spectacle généreux. Des fois c'est sa faiblesse, parce qu'il n'a pas peut-être les moyens financiers de ses ambitions, mais on préférera toujours ce genre de film-là à des films qui sont toujours en première, quoi. Très bien, merci messieurs. Eh bien, je vous propose que nous passions maintenant, sans plus tarder, à 3000 ans à t'attendre, justement. Je l'avais pas préparé, de George Miller. My name is Alethea. My story is true.
I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story. So, what will you wish for? What is your heart's desire? I do have a question. Oh. Presque octogénaire et en attendant bien sûr Furiosa qui devrait sortir en 2024, George Miller, le réalisateur australien, créateur de la saga Mad Max, mais aussi auteur de Lorenzo en 92 ou des Sorcières d'Eastwick en 87, ou encore des 2 films d'animation Happy Feet en 2006 et 2011, porte ce projet 3000 ans à t'attendre depuis plus de 20 ans. Il s'agit de l'adaptation d'une nouvelle présente dans le recueil de la Britannique Antonia Susan Bayat qui s'appelle The Djinn in the Nightingale's Eye, paru en 1999. Après, je ne sais pas si c'est l'adaptation de plusieurs nouvelles du recueil ou si c'est d'une seule. Mais c'est donc l'histoire d'Alitea, narratologue britannique interprétée par Tilda Swinton, qui a dédié sa vie à son travail et qui se retrouve en conférence à Istanbul. Dans un bazar, elle achète une petite bouteille en verre et alors qu'elle est rentrée à son hôtel, elle se rend compte que cette bouteille contient un djinn, donc un dieu, interprété par Idris Elba, qui lui propose d'accomplir 3 vœux selon son cœur. Alitea d'abord s'y refuse, prétextant qu'en experte des récits, elle sait bien qu'une telle opération l'amènera droit à la catastrophe. Le djinn se retrouve alors à raconter à Alitea les 3 histoires qui l'ont successivement enfermée dans ce flacon. George Miller co-signe le scénario avec Augusta Gore et reprend ici une bonne part de l'équipe qui a contribué au succès de Mad Max Fury Road en 2015, soit le chef opérateur John Seal. Qui signe son dernier film, je crois. Ouais, en tout cas, il n'est pas sur Furiosa, j'ai regardé. Junkie XL à la musique. Ou qui encore... a composé une belle musique pour une fois. C'est vrai. On va en parler, je pense. Ou encore Margaret Sixel au montage. Bon, eh bien, la lourde tâche me revient de commencer sur ce film qui est un peu compliqué, tout en étant furieusement clair. C'est vraiment un film c'est compliqué d'en parler. Tellement compliqué que je suis allé le voir 2 fois, figurez-vous, parce que dans un premier temps, en fait, ce film, qui est constitué de récits dans le récit, en gros, pendant les 2 tiers du film, on a 2 personnages qui sont dans une chambre d'hôtel, et avec un personnage qui raconte des histoires à l'autre. Donc on sait très bien que dans ce genre d'histoire, les histoires fantasmées ou les histoires narrées vont avoir un impact sur le tenté du récit. Et au cours de la première vision, j'ai eu du mal justement à relier toutes ces anciennes histoires avec ce qui se passait vraiment dans cette chambre d'hôtel et à comment ça allait impacter sur le récit et en quoi ça faisait avancer justement le personnage qui est interprété par Tilda Swinton. C'est un truc qui s'est révélé par contre beaucoup plus clair à la deuxième vision. Et c'est aussi quelque chose qui m'a fait penser presque, en sortant de la première fois du film, au Labyrinthe de Pan. Le Labyrinthe de Pan, c'est un film aussi où la première fois, je m'étais dit, je vois pas la résonance entre les histoires que vit cette gamine et le récit sous la guerre d'Espagne là, et tout ça. Le Labyrinthe de Pan est peut-être un film moins analytique. Ah oui, tout à fait, mais je te parle juste d'un point de vue structure. Et par contre, le Labyrinthe de Pan, c'est un film que je revois avec plus de plaisir à chaque fois. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Et là, donc du coup, je me suis dit, tiens, mais ce film, il est vraiment mystérieux, il a un côté vraiment très mystérieux qui m'a poussé à aller le voir une seconde fois immédiatement. La seconde fois, j'ai trouvé justement que c'était beaucoup plus clair et vraiment très très finement écrit et très très finement découpé aussi. La manière dont Tilda Swinton, petit à petit dans cette chambre d'hôtel, faisait un cheminement dans sa tête. En fait, c'est vraiment un film qui se passe dans la tête aussi de quelqu'un. Donc on peut prêter des choses aux personnages qui sont dans les récits. On peut faire des parallèles avec Alitea, mais on peut aussi faire des parallèles entre le génie et Alitea. Il y a énormément de résonance dans le personnage de Tilda Swinton, et ce qui est très fort déjà de la part de George Miller, c'est de dresser un portrait de cette femme en aussi peu de temps au début du film pour qu'on sache exactement quel est son conflit interne et qu'est-ce qui la travaille et tout. C'est vraiment finement fait. Et c'est un film qui
une fois qu'il est achevé, on a l'impression qu'il a été très court, qu'il passe à la vitesse de l'éclair. Et quand je disais il est à la fois très compliqué et très limpide, et après je vous passe la parole, c'est que même en première vision, on a l'impression qu'il y a des cadres extrêmement chargés, avec énormément de détails tout autour. C'est souvent des constructions en plus dans la profondeur du plan. Et en même temps, on sait très bien, tout le temps où vous regardez, on n'est jamais empêché à notre première lecture du film de pouvoir suivre vraiment stricto sensu le cadre du récit. On n'a aucun problème. Et en même temps, on se dit, tiens, mais il y a toutes ces choses autour qu'il faudrait que je me perde dedans, il faudrait que j'ai du temps pour justement aussi regarder ça. Et c'est vrai que du coup, ça appelle de multiples visions. Et aussi, du coup, ça amène justement ce sens. On se dit, quand on voit le film la première fois, on se dit, il y a tout un sens qui est en train de m'échapper. Il y a tout un truc, toute une espèce de métadiscours que je ne vois pas tout de suite et qu'il va me falloir un certain temps pour pouvoir décrypter, quoi. Le film te distance un peu de manière régulière, mais il te rattrape. Par contre, tu as dit un truc qui est intéressant. Je ne sais pas exactement à quoi tu faisais référence en disant ça, mais parce que moi j'ai trouvé que justement sur la profondeur du plan, comme tu dis, c'était très vrai dans toutes les parties qui ne sont pas des histoires contées. Parce que les histoires contées, pour moi, c'est juste l'exact opposé. Et je trouve ça super intéressant, justement, qu'en fait, ils choisissent, quand on rentre dans ces histoires-là, et Dieu sait que le film va brasser, va traiter de ce que sont les histoires, quoi, de ce qu'est la narration. Il est très pictural à ce moment-là. Exactement, c'est beaucoup plus à plat. Pour moi, à tout instant, ça rappelle les premiers temps du cinéma, avec, de ce type de cinéma-là, avec Méliès, etc., mais aussi simplement des arts visuels qui étaient par définition à plat. Moi, je trouve toujours qu'il y a énormément de constructions qui t'amènent qui centralisent le regard vers le milieu du cadre, comme ça. Ouais, et il y a beaucoup tous ces plans en couloir aussi, tu vois, tous les plans. Mais sur une lecture à plat, quoi. C'est pour reprendre l'expression de Jumi. Miller fait partie de ces génies de l'utilisation de la mise en scène qui amène ton regard dans trois dimensions, comme peut l'être. Je sais pas si vous connaissez John McTiernan, il a un peu ce truc-là aussi, tu vois. Blague à part, je pense que Miller fait, en tout cas dans les cinéastes vivants, on peut peut-être en sortir 3-4 et il en fait partie. Et je trouve qu'il use de cette intelligence-là dans la chambre d'hôtel et même plus tard dans toutes les parties à Londres, de ce qu'on pourrait appeler la vie réelle, même si dans le film c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il fait presque pour moi l'utilisation inverse dans les histoires contées par le djinn. Moi, en effet, il y a quelque chose de très pictural, mais je trouve que ton regard, moi je te parle des parties narrées, est toujours ramené au centre. Comme toujours dans tous les grands, enfin dans la très grosse majorité des grands tableaux dans l'histoire de l'art. T'as pas pour autant un gros travail sur la profondeur du champ. Il va pas utiliser beaucoup de différentes focales dans ces moments-là. Enfin, il y a un truc très plat, quoi, en 2D, enfin, qui est presque paradoxal quand on connaît les autres films du réal et sa propension à faire l'inverse, quoi, et dans les autres. Mais moi, ce que je trouve qui est passionnant, c'est dans le parcours. Alors c'est vrai, c'est un film qui est, je disais, on parlait du labyrinthe de Pan, c'est un film très analytique, limite cérébral, surtout dans son départ, parce que au fur et à mesure, plus le film avance, et je pense que c'est quelque chose qui en plus décantera au fil des visions, il colle aussi au caractère très analytique et cérébral du personnage principal, qui justement va devoir avoir ce moment de bascule, qui est un personnage qui connaît tellement bien les récits, l'art du récit, qui en est devenu méfiant, qui s'est détaché de l'essence de pourquoi ces récits-là. C'est sublime, ça, vraiment. Et ça, c'est vraiment la grande idée du film. Et on sait que Miller, a toujours été passionné par tout ce qui était tourné autour du récit mythologique. Il y a vraiment cette logique-là de réflexion sur son art. On pourrait dire que c'est son 8,5 à lui. Hein. C'est vraiment un film réflexif sur toute sa carrière, sur son positionnement de cinéaste. Sur l'art de la narration. Sur la narration. Il y a un côté très impressionniste dans la manière de le montrer. Et voilà, c'est un film à la première vision qui te dépasse complètement parce qu'effectivement, il fourmille de pistes de lecture, mais tu sens que ce n'est pas juste des... Mais justement, c'est là où il est aussi très, très fort, c'est que il est à la fois limpide dans le premier degré de lecture, mais il laisse aussi une énorme place pour l'interprétation au spectateur. Et je pense que c'est justement là-dessus qu'il rejoint tous ces récits mythologiques qui sont abordés dans le film. C'est que tu peux interpréter finalement ce récit. Enfin, c'est une interprétation. Tu viens avec ton toi, et tu vis. T'es en dialogue en fait avec l'œuvre. T'es guidé sur un premier niveau de lecture, mais après, toi, en tant que spectateur, t'es en dialogue avec l'œuvre et c'est ce qu'il veut, je pense. Je pense que c'est le génie des grandes histoires. Je voulais juste revenir pour rebondir sur un truc et puis après je passe la parole à Julien. En fait, moi, il y a un truc qui me passionne au cinéma, mais qui me passionne dans la vie, et que le film soulève... J'adore les djinns japonais, mais bon, bref, c'est bateau de le dire quand on a vu le film, mais c'est la croyance dans les récits, dans l'importance de ceci et dans
l'histoire avec un grand H, ce qui amène à une idée qui m'a toujours travaillé et que je n'ai de cesse sur laquelle je n'ai de cesse de revenir, c'est qu'il n'y a pas de grandes histoires. Il n'y a pas de grande histoire avec un grand H sans histoire, sans narration. Il n'y a pas de grands événements sans texte. Il n'y a pas sans grand tableau, sans grande trace en fait. La narration, c'est aussi la mémoire, et je trouve que c'est quelque chose que le film brasse à plein de niveaux de lecture et qu'il le fait extrêmement malinement, même en rattachant ça aux histoires d'amour. Je trouve qu'il y a plusieurs moments où une histoire d'amour, on la renferme dans une boîte, qu'on laisse de côté, etc. Et je trouve ça vraiment, à la fois, c'est une très belle idée poétique, je trouve ça très beau, et en même temps, je trouve ça brillant par rapport à ce que le film te raconte sur ce qu'est la narration, sur ce qu'est un récit. Et là-dessus, je trouve c'est et comment il le film vraiment sublime, comment le film met aussi en résonance, comment cette déliquescence de l'art du récit qu'on déplore tout autour de cette table régulièrement malheureusement, et aussi indissociable de l'état du monde actuel, quoi. Que justement c'est un film qui demande justement à réasseoir la puissance du récit pour justement aussi sauver une partie de l'humanité. C'est exactement ça, mais toujours avec une petite finesse en plus, parce que le film, à chaque fois qu'il assène quelque chose, il y a une finesse en plus, c'est que ce personnage principal, il est perdu dans un... On pourrait dire, si on voulait être vulgairement, il est perdu dans le monde moderne, il est perdu dans son professionnalisme forcené, dans son staccanovisme, on pourrait dire ça, il n'y a plus que ça qui existe. Et en fait, elle se rend compte, au fur et à mesure des histoires racontées, qu'il lui manque encore quelque chose. Et c'est hyper bateau dit comme ça, mais il faut voir comment le film le traite. Mais en fait, c'est l'amour. Et c'est super malin, parce qu'en fait, le film a deux discours sur la même idée, mais qui avancent dans le même sens en parallèle, et qui sont tous les deux aussi intelligents et touchants les uns que les autres. Cette idée d'être obsédé par la fin, alors que le parcours est peut-être le plus intéressant, mais c'est le cheminement. Mais vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes avec lesquelles je suis d'accord. Je trouve que, en dépit de ce que vous dites sur l'aspect théorique du film, il y a aussi toute une forme très ludique, et je trouve que la manière dont il traite tous ces chemins de travers, ces multiples récits, avec un sens tellement inventif du montage et de comment il le traite, c'est vraiment fabuleux. Je trouve que quand George Miller joint ses plans et les fait résonner, c'est assez fabuleux. Après, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai été, comme Olivier, un peu perdu sur la fin. Mais il y a, au-delà de l'émotion que génère le film, c'est vrai qu'il y a à nouveau, c'est extrêmement bateau de le dire, mais le film a une très grande cérébralité. C'est un film extrêmement cérébral, et je pense en effet qu'on en parlait un peu en off avec Oli, la manière dont tu appréhendes le film peut vraiment influencer ton ressenti par rapport à celui-ci, quoi. Il y a vraiment un truc je pense qu'il y a mais c'est le cas avec Matrix aussi, tu vois, pour prendre un exemple. Il y a des gens qui rejettent totalement Matrix parce que c'est un film qui peut pas cocher qui va pas remplir un cahier de charge, quoi, tu vois, qui est plus ample que ça, qui déborde plus que ça. Alors oui, il y a beaucoup, en effet, c'est souvent sujet à l'interprétation. J'ai vu ce que le film me semble dire littéralement, je l'ai interprété de 15 façons différentes, et à chaque fois je trouve ça brillant. Donc là je me dis ok, en fait le mec il est vraiment très très fort, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'il lance, c'est quand même tenu à un moment. Tu pars un peu là-dessus parce qu'à un moment t'as vu un détail dans un plan et tu te dis ah ouais c'est... Et puis en fait 20 minutes plus tard dans le film, oui évidemment. Mais ça ne t'arrive pas de façon immédiate, ça. C'est plutôt en recollant les morceaux début, après. T'as un petit côté revoyant. où le film régulièrement prend un peu d'avance sur toi, et puis tu reconnectes, mais pendant le film. Moi j'ai pas eu besoin des heures après pour connecter tout ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Julien. Et je sais que je le dis pas très bien, mais c'est vrai que je suis resté un peu sur le bord de ce dernier tiers, et en même temps, effectivement, j'avais envie d'une deuxième vision pour le comprendre et pour quand tu parlais, quand justement l'ensemble. Lucien parlait de cet aspect où le film a un peu d'avance sur toi, c'est que justement peut-être à ce moment-là, on était encore dans l'aspect encore très analytique de la première partie du personnage d'Alitea. C'était vraiment dans faut lâcher le truc, et tu mets plus de temps qu'elle peut-être à lâcher prise, et je pense que ça joue dans ce flottement effectivement peut-être de perception qu'on peut avoir qui est différente sur la dernière partie autour de cette table. C'est aussi extrêmement inattendu comme revirement purement au niveau du scénario, enfin d'avoir toute cette première partie, enfin toutes les deux tiers du film dans la chambre d'hôtel avec ce système de flashback, et puis cette dernière partie qui est finalement très inattendue à ce moment-là du récit. En plus moi le film est vraiment passé comme un éclair, donc j'avais l'impression qu'on était à la moitié du film quand on arrivait troisième acte qui est très long.
Ouais, voilà. Moi, j'avais l'impression qu'on était à la moitié du film quand on arrivait à Londres, donc je pensais que le récit allait beaucoup plus se déployer, quoi. J'étais vraiment surpris par la durée, par le changement de registre, et c'est vrai que... C'est justement parce que le film se termine avant sa fin. Enfin, tu vois, il y a un truc, et à nouveau, je trouve ça super malin sur ce qu'est la narration, sur ce qu'est le récit, tu vois. Le film choisit de ne pas se clôturer à un moment qui clôture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu abstrait, dit comme ça, mais... Sachant ça... Du coup, j'étais plus à même de lire, en effet, peut-être que du coup, j'étais encore trop l'esprit analytique et j'ai pas lâché les chevaux pour aller à fond dans le rapport entre ces deux personnages et du coup le tragique aussi de cette histoire. Mais j'ai trouvé, par contre, en deuxième vision, le film extrêmement pessimiste, en fait. Extrêmement... pas vraiment pessimiste, mais très mélancolique. Quoi. Et je trouve que ça devient bouleversant par cette mélancolie que se trimballe le film, notamment dans les dernières séquences à Londres, les séquences, on va dire, de couple, tu vois, où ils sont, entre guillemets... les séquences auprès de la fille, on va dire, qu'on va résumer, qui sont, je trouve... assez bouleversante et où on sent vraiment cette mélancolie et ce décalage aussi entre les deux personnages. C'est au-delà de je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un truc qu'il faut pas oublier. Alors déjà, non, il y a un truc, je fais une petite parenthèse avant de revenir là-dessus, mais il y a un truc qui me fascine moi chez George Miller, c'est que il y a des années, on avait fait une émission où je disais un peu en rigolant et sans prendre trop de risques que les deux grands thèmes qui revenaient toujours dans le cinéma contemporain et américain, c'était l'antispécisme et le féminisme, à une époque où c'était moins clair que maintenant, où là c'est vraiment partout, tout le temps. Mais chez Miller, il y a un rapport à ça qui est, je trouve, fascinant. C'est femme, homme, cochon, pingouin, en fait, c'est pareil, quoi. Enfin, vraiment, non, mais il y a vraiment un truc qui est assez littéral pour lui. Il n'y a pas de traitement différent dans ces personnages. Alors, ça ne l'empêche pas de développer des discours, mais en tant que personnage en tant que tel, il n'y a pas de différence sur son traitement. Je trouve que dans cette démarche, c'est un cinéaste assez malin dans le discours qu'il dissémine, et je trouve peut-être dans ce film-ci, il est comment dire, peut-être plus littéral que d'habitude là-dessus. Entre autres, à travers ce qui est peut-être ce que le Gene appelle sa plus grande histoire d'amour, etc. Là, il y a un côté très littéral, mais qui est très fonctionnel. Mais pour revenir sur la mélancolie dont vous parliez, je trouve quand même que le film garde une forme de ludisme et de naïveté presque enfantine, et qui dénote par ces grandes thématiques qui sont des trucs très cérébraux, très ambitieux, mais il garde quand même un truc de gosse un peu presque régressif parfois. Ouais, c'est ça. Et ça, pour le coup, dans le cinéma, dans ce type de cinéma-là contemporain, ça dénote totalement, parce que d'habitude c'est plutôt l'exact opposé, c'est-à-dire c'est des films qui se veulent très sérieux alors qu'en fait ils n'ont rien d'autre que des enfantinages à développer. Enfantillage, pardon. Et je trouve que ça rend le film très, très bizarre, presque enfantin à un certain moment, et totalement en dehors de son temps. Et puis un dernier truc, c'est Miller, c'est le cas de tous les grands cinéastes, mais il a un regard pour moi qui est vraiment singulier sur le monde, et en effet c'est la marque de beaucoup de grands cinéastes et de grands narrateurs visuels. Mais il y a quelque chose qui passe toujours chez Miller depuis son premier film jusqu'à celui-ci, par le récit. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sous-texte sur le récit dans ses films. Et ça, je trouve que pour les cinéphiles que nous sommes, c'est un bonheur. Et puis, il y a une idée de comment il arrive à te transmettre une idée d'un personnage à partir quasiment de gros plans. Je pense au moment de l'atterrissage de l'avion, où on a ce personnage qui est vraiment sur des rails, et en un chemin de 3 plans, on a compris tout ça. C'est le génie du montage, pour le coup. Comment, à partir de 3 gros plans disparates, te raconter qu'est-ce qu'est le personnage. C'est formidable, quoi. Et le ludisme dont tu parlais, Lucien, il est... Effectivement, ça rend singulier et assez audacieux aussi la façon dont... C'est radical, en fait, comme film. Je me rappelle plus du nom du personnage, je l'avais noté pourtant, mais la façon dont cette femme corpulente va glisser, casser la dalle, etc. Non, mais c'est à raconter, c'est con. Et en fait, c'est vrai que c'est des petites idées qui font que, oui, ça nous surprend, et donc ça reste vivant, enfantin et chouette à voir. Il y a un côté potache, et en même temps, il y a un côté qui rappelle vraiment le caractère... le conte, quoi, simplement. Ouais, le conte. Oui, puis là, c'est une imagerie qu'on avait déjà retrouvée avec les femmes quand on était en train de traire dans Fury Road. Mais c'est vraiment une imagerie très graphique qui renvoie pour le coup aux influences de Miller sur Mad Max, qui est vraiment l'univers Métal Hurlant, quoi. Ouais, tu parles de références. Moi, j'ai pensé un peu. Après, je vais pas développer, de toute façon, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais j'ai pensé un peu je trouve à sa supérieure, mais j'ai pensé un peu à Zemeckis et à Bayona,
entre autres avec ces quelques minutes après minuit dans le rapport, enfin bon bref. Ce qui m'hallucine, et c'est la dernière chose que je dirais, c'est en fait Miller, il tourne Fury Road, il veut tourner Furiosa, il veut faire un petit film entre les deux et il balance ça, quoi. Tu vois, et là tu te dis putain, mais c'est le mec il est ailleurs, quoi. Enfin, je pense, enfin voilà, vous l'avez compris, je pense qu'on a des avis. Pour moi, le film est immense, vraiment. Je pense que c'est un film dont on reparlera dans 20 ou 30 ans, comme d'autres films de Miller. Très bien, merci messieurs. Eh bien, on va passer tout de suite au conseil. Et donc, Harry Callahan a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Dernière ligne droite de cette belle émission de rentrée, les conseils. Donc Manu, qu'as-tu à nous conseiller ? Eh bien moi je suis en pleine rétrospective de la filmographie de John Frankenheimer, et donc je vais vous parler de première partie de carrière, donc d'un petit focus sur un film donc dans ces années de jeunesse. Donc Frankenheimer est un cinéaste qui a beaucoup tourné pour la télévision, qui était aussi assistant à la télévision de Sidney Lumet notamment, et donc qui tournait beaucoup de dramas en live, et donc qui a commencé avec un premier film de cinéma, puis il y a eu une grosse interruption, il est retourné vers la télévision. Donc ces 3 premiers films sont des films on va dire, ça serait le young adult de l'époque. C'est donc ces films qui filment les troupes de la jeunesse, cette jeunesse en rébellion face à l'autorité paternelle. Et donc le deuxième volet de on pourrait dire cette trilogie qu'a composé Frankenheimer est donc The Young Savage, donc Le Temps du Châtiment. C'est sa première collaboration avec Burt Lancaster. C'est un film qui est assez surprenant, notamment avec le parallèle qu'on peut dresser entre ce film-là et le West Side Story de Spielberg, pas celui de Wise, notamment par des emprunts visuels assez troublants dans sa toute première partie, mais aussi par certaines résonances et une certaine gravité qui est peut-être plus présente dans Le Temps du Châtiment, par exemple, que dans le West Side Story de Robert Wise. Je pense que c'est un film à mettre en parallèle avec le West Side Story de Spielberg, qui est un film, je crois, qui a été réédité il y a peut-être 1 ou 2 ou 3 ans par, je crois, Rimini, donc qui est disponible, parce que la filmo de Frankenheimer est assez mal distribuée. On a un petit peu sa période faste des années 70, on a un peu la fin de carrière, qui n'est pas forcément tout ce qu'il a fait de mieux. Voilà. Julien ? Ben écoutez, comme je suis pas venu depuis longtemps, j'en ai deux petits conseils d'actualité. Le premier, c'est le film de Dominique Moll, La Nuit du 12. Donc c'est un polar sur une enquête irrésolue, une enquête policière irrésolue. C'est un film qui est très tenu et qui se tient très bien, mais surtout, je voudrais parler d'un film qui n'est pas du tout transmission. Donc tout le monde va bondir et... C'est pas encore un film de Claire Denis, c'est ça ? Non, le film d'Emmanuel Mouret. Tout le monde va bondir et m'interrompre à mon avis, mais c'est effectivement le film d'Emmanuel Mouret. Emmanuel Mouret qui... Bon, je disais tout à l'heure, chez Léa Misius, il y avait un peu trop de dialogue, mais alors là, bon, on est dans toute autre chose chez Mouret. C'est vraiment un art du dialogue, un art de l'acteur, un art du verbe, et je trouve qu'il est assez fort là-dedans pour nous décrire ce badinage profond. Mais j'insiste sur le profond, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui se racontent dans ce film-ci sur le couple, etc. Donc ça s'appelle Chronique d'une liaison passagère. Et voilà, je trouve qu'il a une manière de faire jouer ses acteurs qui est assez fabuleuse. Alors la mise en scène repose beaucoup sur l'acteur et repose beaucoup sur le duo. Mais voilà, en même temps, je trouve qu'il explore les espaces comme le Woody Allen d'avant pouvait le faire, avec toujours ce verbe au milieu. Moi, je trouve que ça m'a enlevé, ça m'a élevé. Merci Julien d'avoir partagé ça avec nous. Lucien. Moi, comme je suis un mec hyper corporate, je vais rebondir sur plein de choses qui viennent d'être dites. Déjà, au moment où sortira cette émission, il devrait déjà être en ligne une interview de Bouli Lanners et Dominique Moll faite par mes soins pour le compte des Grignoux, mais en collaboration avec Transmission. Donc je vous invite à aller la voir sur YouTube, probablement sur la chaîne YouTube des Grignoux. Et mon autre conseil du jour, c'est l'autobiographie de Paul Hirsch, monteur de 11 films de De Palma, des 2 premiers, enfin d'épisodes 4 et 5 de Star Wars, de plein de films pour John Hughes, Brad Bird, enfin bon voilà.
Voilà, si vous aimez le nouvel Hollywood, si vous aimez De Palma, si vous aimez tout le cinéma hollywoodien qu'il y a eu depuis, si vous aimez des genres de cinéma très différents... Tu serais pas en train de nous faire une réplique d'un film de Godard, toi ? Allez vous faire foutre ? Si vous aimez tout ça, le livre est fait pour vous. On y apprend, on met en valeur pas mal d'idées de montage basiques, mais qui valent parfois la peine d'être lues dans ces circonstances-là. C'est extrêmement facile à lire, c'est bourré de petites anecdotes croustillantes quand on aime ce genre de choses en tant que cinéphile. Justement, c'est vraiment, il prend des petites anecdotes autour de films, et ça éclaire toujours la gestation des films. Il n'y a pas du tout un côté gossip, c'est pas du tout un bouquin gossip. Hein. Non, pas du tout. Contrairement à nous qui avons rencontré John McTiernan, je sais pas si on vous l'a dit. Non, mais blague à part, il est possible qu'on ait une petite surprise concernant ce bouquin édité par Carlotta en français dans les semaines qui viennent à vous proposer. Et c'est un bouquin qui s'appelle il y a longtemps, bien longtemps, dans une salle de montage lointaine, très lointaine. Voilà. Et toi, Olivier, est-ce que tu as un conseil à nous donner ? Absolument pas. Je vous conseille d'écouter Transmission. Merci beaucoup Lucien, merci beaucoup Manu, merci beaucoup Julien pour cette belle émission. Merci à toi. On se retrouve, on espère, d'ici pas trop longtemps. Merci à nos auditeurs. Vous pouvez, donc on a une chaîne YouTube qu'il faut surveiller parce qu'il va y avoir des contenus. Et aussi, on est présent sur Facebook, Twitter, et puis Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify. Et un truc qu'on dit jamais sur les applis de podcast, Spotify, etc. Suivez-nous, mais mettez-nous des étoiles. Des étoiles. Plein les yeux, plein le cœur. Bisous. Merci à tous. Au revoir.